Bienvenue à tous, on va partir sur Cuba. Alors Cuba, ça fait partie de la dizaine de pays réellement indépendants dans le monde. Tout le monde connaît Cuba, en bien ou en mal, mais enfin on connaît, on sait où il est. Alors il y a pléthore de pays, les gens sont incapables de les situer. Cuba a fait parler de lui, bien entendu, par la Révolution. Mais on va procéder chronologiquement. D'abord, notre arrivée à l'aéroport se passe de façon un peu bizarre puisque nous passerons par un physionomiste. Je ne sais pas si en ce moment ça existe encore, mais c'est une personne qui vous auscultait, qui vous regardait sans rien dire, pendant des fois jusqu'à 15 minutes, sans rien vous dire. Et vous ne deviez pas parler, vous ne deviez pas bouger. Il se concentrait pour savoir que vous n'étiez pas une personne qui avait déjà été vue quelque part en mal pour la République de Cuba. Alors, auparavant, nous avions un ami, une connaissance, qui était allé, et avant de passer devant ce physionomiste, il avait donné son passeport, il avait demandé son nom, son prénom pour vérifier bien que ce soit bien la bonne personne qui donne le bon passeport. Il avait répondu, et puis le physionomiste, et puis après, on lui redemande encore son nom. Et bon, comme ça, il a gonflé un petit peu, il a répondu Fidel Castro. Du nom, à l'époque, c'était le président qui est décédé maintenant, le président qui avait fait la révolution mondialement connue. Et les deux Cubains, le policier et le physionomiste, se figent. Et il y en a un qui lui fait signe avec la main, il dit viens. On le fait passer dans une petite cellule, on l'amène dans une autre cellule. Pendant 3 jours, il est resté enfermé, en mangeant des bananes et en buvant de l'eau. Et ils l'ont ressorti au bout de 3 jours, et ils lui ont dit, tu as compris maintenant, tu veux faire de l'humour, si tu veux continuer à faire de l'humour, on te remet en prison. Voilà. Donc ça s'est arrêté là. Et après, il a pu continuer à voyager. Donc ce physionomiste existe toujours. Ce n'est pas remplacé par la reconnaissance faciale. Ne faites pas les malins. Vous répondez bien aux questions et n'essayez pas d'avoir de l'humour parce que les gens que l'on place, c'est un peu vrai partout, dans ces types de contrôle, de l'humour, ils en ont pas. Souvent, quand ils vous disent vous n'avez rien à déclarer, vous dites ouais, non, je suis une bombe ou un truc comme ça. C'est pas des choses à faire parce qu'ils n'ont pas d'humour. Hein. Là-dessus, ne vous amusez pas. Vous avez rien à déclarer, non, juste un petit peu de drogue, tout ça. Non, là, vous allez morfler. Voilà. Donc, ces considérations étant dites, nous partons sur La Havane. Et donc, La Havane, premier hôtel, c'était pas top. Tout était fermé, il y avait pas de... On avait une adresse, on avait un numéro de téléphone, on s'est fait déposer par le taxi, et puis on arrive dans un boui-boui, on nous montre la chambre, on sent une fenêtre, ça sentait leur enfermé. Bon, on a décliné la proposition, on est parti dans un hôtel un peu pourri quand même. On a laissé les affaires, et puis on est sorti, on s'est dit on changera demain. Bon, quand vous arrivez à La Havane, tant pis si vous n'avez pas trop le temps, tant pis si vous êtes crevé, bombardez-vous de vitamines et puis vous sortez. Parce que c'est une ville très animée et il faut en profiter. Donc par la suite, on change d'hôtel et là ça a commencé. Le voyage, on va dire, c'est pas les voyages type aventure comme les précédents audits, c'est vraiment du voyage. Il n'y a pas de montagne exceptionnelle à franchir, on a fait les fous furieux dans la jungle, voilà. Mais on partait un peu sur l'inconnu pour prendre. Alors c'était compliqué, il fallait louer les voitures, c'était compliqué parce qu'il y avait les pénuries d'essence, c'était compliqué, je me répète à chaque podcast, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas internet, donc pour retirer de l'argent, alors l'argent on ne peut pas vraiment le retirer, on peut le retirer que dans certains hôtels, on vous donne quand même des dollars, mais il y avait aussi le pesos convertible qui était l'équivalent du dollar, et puis après il y a le pesos commun qui ne valait pas grand chose, mais vous pouviez le changer facilement. On trouvait toujours de l'essence dans les stations-service CUPET, C-U-P-E-T. Et là, dans ces stations-service, on trouvait tous les produits qui étaient interdits plus ou moins sous embargo américain. Donc ces stations-service sont d'une grande aide si elles existent toujours. On arrive dans un nouvel hôtel. Première connerie, ça m'enseigne. Un collègue, je ne sais pas ce qu'il avait mangé. Et dans les toilettes, il ne me dit rien. J'ouvre la cuvette et je me retrouve face à un tronc d'arbre. Petit tronc d'arbre, mais un vrai tronc d'arbre. Donc je hurle. Lui, il pleure de rire en tapant sur le lit, sur le matelas, avec sa main sur le matelas. Impossible à faire partir. Donc, tire la chasse, et les collègues rient de plus belle. La chasse, ça n'y fait rien. Finalement, j'avise un sachet plastique. Je mets ma main dans le sachet plastique. Je prends le simili-tronc d'arbre et je le jette par la lucarne. Et cette lucarne donnait sur une petite ruelle, mais elle n'était pas passante. C'était une ruelle très étroite. On pouvait toucher avec la main pratiquement le mur d'enfant. C'était une coursive de, on va dire, quasiment privée qui ne me l'a pas
appartenir à l'hôtel. Et donc je me disais, bon, il va passer personne. Et quand il y a eu le bruit de schlock en contrebas, on a entendu un hurlement comme un animal qui aurait été blessé. En fait, il y avait quelqu'un qui l'a reçu forcément sur sa tronche. Et donc là, on est demeuré interdit, on a fermé la fenêtre, on a vidé de l'eau pour pas tirer la chasse avec le robinet pour que l'eau soit claire. Et là, on s'est allongé sur le lit, on n'a plus fait de bruit parce qu'il y a eu une cavalcade dans les escaliers. Ils devaient chercher qui c'était qui avait jeté ça. Vu le peu d'humour du pays, on me disait, bon voilà, l'hôtel, ça sera la prison. Surtout qu'ils nous avaient un peu bien alerté au niveau de la prise des noms, ça avait été un peu long, ils nous avaient demandé plein, ils nous avaient posé plein de questions. Mais bon voilà, l'enregistrement à l'hôtel, ça n'a pas été très simple. Bon, il faut dire qu'à ces périodes-là, quand vous voyagez, on vous demandait pas presque rien dans les hôtels. Je crois qu'on donnait juste un nom et puis on payait en partant. Hein. Voilà, alors que maintenant, c'est email, téléphone, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On a changé de monde, hein. Avant, l'hôtel, vous payez quand vous partez, pas plus, hein. Tout, c'est pas votre passeport. Personne ne vous photocopie le passeport, vous ne prenez pas une photo. Voilà. Quand on réfléchit, on a vraiment pas évolué. On a vraiment changé. L'évolution, c'est un progrès. Là, on va dire, on a changé de monde. Et comme ils ne disent pas que c'est pour la sécurité, hein, là, c'est bon. Parce qu'avant, il y avait encore moins de moyens technologiques, donc voilà. Il n'y avait pas les attentats à chaque coin de rue. Et c'était même plus sûr. Si on attaque à travers des stades de police, et puis on voit bien la différence. Et on se remet sur la route, on loue une voiture et direction Pinard-les-Rio. Alors, pareil, on essaye de faire attention à l'essence parce que quand on loupe les coupettes, après c'est mort. Toutes les autres stations de service sont à sec. Et on passe sur une route qui est en train d'être bitumée. Donc on roule, il faut un signe que l'on peut passer, on roule sur cette route. Et on avait payé déjà une somme assez conséquente de caution, qui était l'équivalent de plus de $300. Donc, au bout du jour, avec l'inflation, on peut dire que ça ferait $900 aujourd'hui. Et on arrive à Pinard-les-Rio, alors on demande le chemin à une personne assez âgée qui est en train de se balancer dans un rocking chair sur un air de salsa. Bon, on commençait à être dans l'ambiance et il indique le chemin de l'hôtel qui surplombait la région. Alors avec des mogotes, une espèce de peine de sucre mais sur terre. On disait tiens, c'est le petit air de Vietnam parce qu'il y avait aussi des jeeps russes. Et quand on a débarqué, on s'aperçoit horrifié que tout le bas de caisse de la voiture, jusqu'au milieu de la portière, mais sur toute la voiture, est noir de goudron. Alors, on se dit là, bon, on a perdu la caution, ça va être un truc de fou pour nettoyer ça, on sait pas trop, bon. Et on prend nos quartiers, et il y a deux filles qui commencent déjà à nous chasser, en nous demandant de les faire rentrer dans l'hôtel. On décline, non, on dit non, on est fatigué, on trouve une excuse bidon, on s'installe dans l'hôtel, on passe quelques temps, on se douche, on se change, et puis, comme il n'y avait rien à manger, là, cet hôtel était assez isolé, on décide de redescendre dans la ville. Et là, de nouveau, les deux filles qui nous accostent, alors on les repousse, et on se rend compte que la voiture a été nettoyée. La voiture, on a dit, mais ils sont fabuleux, ces gens. Je sais pas comment ils ont fait. On fait la voiture, on fait maintenant, tout content. On rentre la clé dans la serrure, et on descend. On arrive à l'hôtel, au restaurant. On commence au restaurant, on regarde 2-3 restaurants qui étaient pas très éloignés les uns des autres. Et puis, il y en avait un qui avait l'air plus sympathique que l'autre. On regarde le menu, et boum, les deux filles qui arrivent. C'est pas possible, celle-là. Et elle dit non, mais on ne veut pas vous inviter à manger, non, laissez-nous, machin. Bon, on rentre dans le resto, on prend notre dîner, on discute, on ressort, et boum, les deux filles, il y avait un arbre à la sortie. Je pense qu'elles avaient passé le temps du repas sur une branche, tout juste si elles ne soient pas tombées sur elle. Elles disaient non, mais il faut absolument, maintenant il est tard, il faut absolument que vous nous raccompagniez. Enfin bon, presque en pleurant, en se traînant, tout ça, etc. Bon, il dit bon, c'est bon, montez dans la voiture, et on les fout derrière. Et on s'en va sur l'hôtel. Et puis, elles nous disent, bon, là, il avait commencé à faire nuit, on ne savait pas trop. La route se sépare en deux. Prendre le chemin de droit, elle dit, c'est la route de la Pipe. Alors, bon, on tourne à gauche, on arrive à l'hôtel, et puis, bon, on dit, non, restez tranquillement. Mais non, c'est bon, prenez ça va. Et donc, on les a plantés là, à peu près, je sais pas ce qu'elles sont devenues, j'en sais rien. Donc, on passe la nuit, le lendemain, on se tire, et on nos affaires dans la voiture, mais on retrouve au stupeur notre voiture remplie de goudron. Et qu'est-ce que c'est, cette histoire de fou? Et on rentre la clé, effectivement, c'était la bonne clé. Alors, hier,
quelqu'un s'était trompé de voiture, avait pris notre voiture, je sais pas, ou le voiturier l'avait rentré, mais je ne sais rien. En tout cas, notre clé avait ouvert un autre véhicule qui était copie conforme au nôtre parce que c'était des voitures de location, et elles se ressemblaient toutes. C'était des voitures coréennes, elles étaient grises, et c'était toute la même tronche. Et donc, personne n'avait dû se dire, tiens, on m'a sali la voiture, et nous, on avait pris sa voiture, mais sans le savoir, et les clés ouvraient. Alors, imaginons que ça s'arrêtait par la police avec 2 tapins dans la voiture et pas les papiers qui correspondent. Alors là aussi, c'était un truc, aller passer un bon petit séjour en tôle. Finalement, donc ça va avec notre voiture en pleine route. Puis on a pu la faire nettoyer un chemin. C'est pas un chemin, c'était le soir d'après. Entre-temps, on tombe en panne. Alors, on tombe en panne d'essence. On n'avait pas de moyen de faire de l'essence. Et avant de tomber en panne, on avait pris en stop une fille qui devait faire partie des 5 plus belles filles du monde jamais rencontrées. Un truc stratosphérique, à se penser, savoir si ça existait quelque part. Et la fille est très sympa. Elle était avec nous et elle parlait un peu français parce que elle avait son amant ou son mari ou son fiancé qui travaillait dans une plateforme pétrolière et qui venait sur Cuba de temps en temps, etc., etc. La fille est très sympa. Et quand on est tombé en panne d'essence, elle était avec nous dans la voiture. Elle a dit, oh, mais c'est pas un problème. On était dans un village, elle a ouvert la portière, elle a dit, oh, tout le monde la connaissait. J'ai l'impression que tout Cuba devait la connaître. C'était une bombe. Il est arrivé un nombre incalculable de mecs avec des bidons d'essence de 5 litres pour la dépanner. C'était la génération spontanée de bidons. Donc on a fait notre plein, on a payé tout le monde. Avec des bidons de 5 litres, on a réussi à refaire le plein. Et puis on l'a laissé à l'endroit où elle voulait aller et on a échangé les numéros de téléphone. Mais bon, c'est pas comme maintenant. Elle nous a appelé une fois, puis après la communication en France et on n'a plus jamais pu la recontacter. Mais bon, c'était une fille très sympa. Et nous, on s'en va, on continue notre chemin, on retourne sur la Havane, on reloue une voiture et on s'en va sur Santiago de Cuba. Alors pourquoi Santiago de Cuba? Je ne conseille pas aux gens d'aller jusqu'à là-bas. On a visité, il y a une ville d'Amérique latine qui était pavée, enfin tous ces trucs historiques qu'il faut voir. Bon, passer, on va dire, on peut pas y passer un séjour important, mais bon, y aller faire un tour. Et Santiago de Cuba, pourquoi? Parce que nous avions un ami qui avait mis les pieds à Cuba et on lui avait demandé des renseignements, comment ça se passait, etc., etc. Et j'avais dit, il me semble que si on passe par un truc organisé, alors ça ne nous plaisait pas du tout puisqu'on partait toujours sans être organisé, il me semble que cela paraît moins cher. Elle me dit non, fais comme tu as l'habitude de faire, tu verras sur place, tu fais tout en voyageur autonome, c'est beaucoup mieux. Et il me dit, pour moi, le mieux, c'est Santiago. Alors moi, c'était pas mon impression, d'après ce que je disais sur les guides. Et toujours, il me parlait de Santiago de Cuba. Bon, finalement, on a dit, bon, ben ça va, on ira sur Santiago de Cuba. Et par la suite, on a fait notre chemin, on a fait notre parcours pour nous retrouver sur Santiago de Cuba. On était parti pour faire aller-retour, on a dû faire au moins une demi de kilomètre. Quand on y avait dit à ce collègue qu'on allait à Santiago de Cuba, il a dit, après on a compris pourquoi il nous gonflait de nous avec son Santiago de Cuba. Il a dit, écoutez, si vous allez à Santiago de Cuba, il faudrait que vous me rendiez un service, j'ai ma fiancée qui habitait là-bas, tant vous me la ramenez parce que, en fait, elle veut venir vivre en France, je vais lui payer son billet retour, et il a dit, vous lui donnerez de l'argent pour acheter le billet d'avion. Bon, on arrive en plusieurs étapes à Santiago de Cuba, et le soir, on se retrouve dans un hôtel très beau sur la place centrale où les jantes féminines défilaient devant la terrasse où nous étions en essayant de se faire remarquer. Parce que, bon, on était un peu comme des billets de tombola. Alors, ça s'était produit pareil. Deuxième soir, à la Havane, on avait assisté à un défilé de mode dans l'hôtel national, tel musée. Tout le monde, alors, malgré qu'il y ait l'embargo des États-Unis, toutes les vedettes du monde, de Schwarzenegger, en passant par Stallone, en passant par des présidentes pays européens, avaient séjourné. Il y a leur galerie et il y a leurs photos dedans. On ne peut pas dire le contraire. Et il y avait un défilé de mode. Donc on se retrouvait à l'extérieur, dans un fauteuil en rotin, en train de siroter un punch et de fumer un Havane. Et le défilé de mode, les filles défilaient pour vous, quoi. Parce que si elle peut nous remarquer, si lui il est en train de fumer dans un hôtel comme ce type d'hôtel, s'il est là à cet endroit-là, c'est qu'il doit être blindé. Voilà, c'était leur logique à elle. Et forcément, elles essayaient d'attirer l'attention. Et donc rebolote là, à cet endroit, à Santiago de Cuba. Et
on se dit, tiens, il va falloir qu'on appelle quand même la famille de cette fiancée du collègue. On nous donne rendez-vous pour le lendemain aux alentours de midi. Et dans la matinée, on se dit, plutôt que de donner l'argent, on va voir quand même si on peut plutôt acheter le billet, parce qu'une fois qu'elle va avoir l'argent, j'ai des doutes sur sa probité. Donc on a tourné dans la ville, puis on n'a pas trouvé d'endroit qui puisse accepter la carte bleue pour acheter le billet d'avion. Donc on attend la famille de la fille qui devait arriver, et puis ils étaient exacts à l'heure. La fille arrive en premier, suivie de la mère. Quand on voit la mère, on se rend compte que ça va pas être dans la candeur, et ça va pas être dans les bonnes œuvres. On sent que la femme flaire l'odeur des dollars. Alors elle porte sur elle. Je leur demande un moment, et je vais téléphoner au collègue par acquis de conscience et j'arrive à l'avoir au bout du fil. C'est un exploit. Et je lui dis, est-ce que vraiment, j'appelle par son vrai prénom, je dis Georges, il se reconnaîtra s'il écoute l'audio. J'ai dit, Georges, est-ce que tu es sûr de vouloir donner l'argent à cette fille? Parce que moi, je le sens pas du tout. Il m'a dit oui, je te rembourserai, vas-y les yeux fermés, patati patata. Voilà. Bon, ok. Je reviens dans la bonne femme. Je dis voilà, on n'a pas pu trouver d'endroit pour vous acheter le billet d'avion. Et donc, on va vous donner l'argent. Et je vais. Alors, pour elle, bon, elle m'a pris pour un extraterrestre. Hein, parce que bon, le salaire moyen à l'époque, je crois que ça tournait autour de 50 francs, ce qui devait faire 8 dollars. Je vais à la réception de l'hôtel, je donne ma carte bleue et je demande l'équivalent à peu près, ça devait faire dans les 850 dollars. Et la femme, elle a ouvert des yeux exorbités. C'était une somme faramineuse. Et donc, type compte les billets, je les recompte derrière et je lui donne. Alors, la vitesse à laquelle ces billets ont disparu dans son sac, disons que j'ai pas vu le geste. Et elle a le culot de me demander, est-ce que vous avez de l'argent pour le taxi? Alors là, la moutarde m'a donné, j'ai dit, je pense qu'on vous a donné assez pour payer le taxi. Et dans ma tête, je dis, parce que je pense pas que ça va servir à payer le billet d'avion. Et donc, ils sont repartis. Et on vous dira la suite plus tard. Nous, on visite les environs. On se retrouve en haut, la ville montagne qui avait un parc avec diverses variétés de plantes endémiques au pays. Et puis, la ville ne nous plaît pas parce que, il faut savoir qu'en Amérique latine, Cuba est le seul pays à avoir mis les esclaves africains par ethnie, pensant qu'ils seraient plus productifs. Donc, ils ont conservé leurs coutumes des pays africains. Et là, on se retrouve avec les gens que j'avais connus au Niger. Les mêmes entourloupes, le même côté collant, poisseux. Vous dites non, ne me lave pas la voiture, je ne veux pas que tu me la laves. Garer la voiture à un endroit. Et le type la lave quand même. Et après, il vous colle parce qu'il dit oui, moi je t'ai lavé la voiture, faut que tu me donnes de l'argent. C'est les mêmes. Là, on s'en défait plus. Et tout le long, pesant. Donc, on s'enfuit de Santiago. Et on regarde, alors, pour repartir, comme à l'aller, il faut savoir que le stop est obligatoire et organisé. Les voitures doivent s'arrêter en fonction de leur plaque d'immatriculation. Quand vous avez une plaque d'immatriculation de touriste, vous n'êtes pas tenu de vous arrêter. Bon, nous, on s'arrêtait quand même. Donc, avec le collègue, ça tombait, on va dire comme par hasard, souvent sur de jolies filles. Et celui qui conduisait, en général, avait la cote. Donc, la fille lui demandait, première question, vous êtes d'où? Donc, on disait français. Bon, à l'époque, on disait français, plus maintenant. Depuis, ça a perduré jusqu'à, et encore, petit à petit, ça s'est amenuisé, ce fait. Ça a encore un peu perduré jusqu'à peu près en 2017. Mais à partir de 2017, là, maintenant, les gens, ils savent plus où c'est la France. Hein. Ouais, français, c'est un peu noyé, on ne sait pas trop. Voilà, c'est quelque part en Europe, ça a disparu. Quoi. Avant, non. Avant, voilà, les Français savaient où c'était. Et puis, donc, on bénéficiait d'une certaine aura. Là, maintenant, là, encore cet après-midi, là, je l'ai encore dit, la bonne femme me dit, vous êtes Français? Oui, bon, quand même une personne un peu évoluée qui était un peu sortie. Mais bon, aux États-Unis, ça ne va pas le foutre sur une carte. Hein. Ça ne va pas me le mettre sur la carte. Voilà, on a disparu de la carte du monde. Voilà. Ça a bien commencé à partir de 2007, à peu près, mais 2017, là, vraiment, ça a été
d'extinction totale. Donc bon, à cette époque-là, on avait encore une petite aura qui rêvait, ça faisait rêver les gens. Et donc je conduisais la voiture, vous êtes français, première question. Deuxième question, est-ce que vous êtes marié? Alors là, quand on répondait non, la fille était en train de rentrer en lévitation derrière sur la 4 et le collègue mettait une touche finale. Alors quand il conduisait pas, parce que quand il conduisait, c'était lui qui avait la course. Mais quand il conduisait pas, il avait une petite astuce, c'est-à-dire qu'il avait une amie qui était marchande, enfin qui avait une boutique de parfums et il avait amené un sachet. Bon, il s'était rendu compte au fil des voyages. Dès qu'on arrivait quelque part, dès qu'on était français, on nous demandait des échantillons. Et donc, bon, il offrait des trucs de parfum. Alors la fille qui était prête en stop, on avait vraiment répondu à toutes les attentes et tous les fantasmes que pouvaient imaginer les femmes dans le monde en disant voilà, les Français sont des French lovers, ils sont bien habillés, ils parlent bien, ils sont polis et courtois avec les femmes. Ils m'ont amené en voiture alors que d'habitude elle faisait du stop au soleil, elle attendait une heure. Un train, enfin pas un train, pardon, mais tout faisait stop, même les bernes de camion. Alors là, elle était dans la voiture climatisée et en plus, on y allait offert du parfum. Donc, elle était enchantée. Voilà. On était ce à quoi pensaient les filles, on était la copie conforme. Voilà. Donc, on avait fait notre BA, on était content. Et on poursuivait notre chemin et on est arrivé sur la Havane. Non, avant d'aller à la Havane, on a fait un petit tour, pareil, je ne le conseille pas, sur Varadero. Voir ce que c'était. Alors bon, c'est une cité, on va dire, comme une ville à part d'attractions. C'est pour les touristes. Voilà. Bon, on sent bien que c'est fait pas vraiment très intéressant. On y a passé 2-3 jours et puis bon, on est parti. On pensait que ça allait être bien. Et puis non. Je conseille plutôt aux gens d'aller sur les plages et même plutôt les plages de la Havane qui sont relativement sympathiques, les plages populaires. Sur les playas de l'Est, par exemple, j'aime pas. Voilà. Parce que bon, le Cubain, c'est la vie. Le Cubain est très sociable. Le Cubain va vous parler. Il est curieux. Il est très instruit. Il va vous raconter l'histoire de France, mieux que vous puissiez la connaître. Il est particulièrement chaleureux. Il aime danser, il aime s'amuser. Quand vous rentrez dans la Havane, à partir de 10h du matin, commencent à se mettre des orchestres à chaque coin de rue. Et alors, le collègue me disait, le premier jour, ah, mais j'aimerais me trouver des CD de salsa, j'aimerais me trouver des CD de salsa. Oh, putain, il a souvent, lui, quand même, avec cette salsa. Et on connaissait pas, parce que c'était encore la mode en France, c'était pas arrivé, pas du tout. Et on se met à boire un verre, parce que dans la Havane, il faut dire que la Havane est une ville pénible à visiter, parce qu'il fait très chaud, c'est très poisseux. Et alors, bon, on s'arrête pour boire un verre. Et arrive et s'installe un orchestre de salsa. Alors, ils étaient au moins une douzaine. Et j'ai pu me gonfler là. Et ils se mettent à jouer. Et ça a été un électrochoc. Dès qu'ils se sont mis, on a envie de se lever, de danser. Ça vous prend au tripes. Alors, mieux que ce que vous pouvez entendre, parce que quand on entend une musique dans la radio ou dans un orchestre, il y a 2, 3 pistes, 4 pistes de musique. Tandis que là, non, à In Vivo, vous avez 12 instruments et 12 instruments, chacun a leur son. C'est pas mélangé dans une seule piste, donc c'est beaucoup plus vivant. Et là, ce qui s'est passé par la suite, c'est que le soir, on est allé voir des orchestres, on est allé voir des représentations, et c'était le feu. C'était le feu, ça dansait. Alors même dans la journée, les gens dansaient sur les balcons. Voilà. Bon, même si vous n'avez pas le rythme, vous l'avez. Et tout le monde vous invite à danser. C'est festif. Voilà. Cuba, c'est la vie. C'est pour ça qu'il faut y aller. Et on a pris aussi d'autres personnes. On a pris des filles en stop. On a pris des types. On a discuté. Ils nous ont parlé de politique. Les gens sont très, très instruits. C'est un des points positifs de la révolution cubaine qui a mis l'accent sur la santé. Donc ils ont peut-être le plus haut taux d'espérance de vie du monde. Et l'instruction aussi a fait un bond phénoménal. Et ils ont un des meilleurs systèmes de santé du monde. Et malgré les embargos qu'ils ont eus, ils ont développé une médecine très pointue. Alors notamment, c'est les seuls au monde à guérir les leucémies. Et puis il y a une autre maladie aussi qui sont les seuls, je ne me rappelle plus. Je crois qu'à une époque, ça a été l'hépatite C. Qui était guérissable chez eux. Puis ils ont deux, trois autres bricoles, ils ont les brevets là-dessus. Alors, que je me souvienne, quand il y a eu le problème à Tchernobyl, la centrale, c'était en 86, qui a explosé, la centrale atomique. Et donc, les gens qui ont été irradiés, qui ont eu des problèmes de leucémie, sont allés à Cuba se faire soigner.
Voilà. Ils sont très bons pour la désintoxication des drogues. Maradona, le footballeur, est allé faire des cures de désintoxication pour les gens qui sont drogués à la cocaïne, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses où ils sont à la pointe. Donc c'était une des grandes réussites de la Révolution. Donc ce qui me fait une transition toute trouvée pour parler de la fameuse révolution cubaine. Alors, la révolution cubaine, elle part de deux pays. Elle part du Guatemala et du Mexique. Alors, des groupes se sont répartis entre le Guatemala et le Guatemala. À cette époque, on est à peu près en 58, un petit peu avant. La République s'appelle la République de Arbenz au Guatemala et elle est bombardée par les États-Unis. Bon, c'est pas le premier ni le dernier pays qui a été bombardé par les États-Unis. Et ils se retrouvent et ils s'entraînent. Alors, il faut savoir que Fidel Castro, en tant qu'opposant, comme tous les opposants en général, qui a un régime, s'est retrouvé en prison. Alors, les gens qui sont en prison, ils sont en exil. Alors, lui, il a été relâché parce qu'il y a eu une amnistie. Il est parti en exil. Les gens en exil et en prison, il y en a eu un paquet. Les opposants au régime, on peut commencer par Socrate. Prison, condamnation à mort. Voltaire, expatrié. Victor Hugo, expatrié. De Gaulle, expatrié. Prison, Blanc, pendant la Révolution. Prison, Napoléon, pendant la Révolution. Prison, pendant la Révolution. Rousseau, expatrié. Voilà. Chaque fois que vous êtes, c'est un marqueur. C'est un marqueur de savoir quel est l'opposant. Les gens qui ne sont pas vraiment, l'opposition contrôlée vont pas le donner. Ils passent à la télé. Cette parenthèse étant refermée, ils sont au Guatemala et ils se préparent et ils sont entraînés par un ancien militaire espagnol qui était pendant la guerre d'Espagne chez les Républicains. Et donc il s'est enfui au Mexique quand Franco a réussi le coup d'État. Voilà. En fait, il a sauvé ça. Et il entraîne ces fameux guérilleros cubains. Et alors, ils sont une grosse centaine. Mais quand ils ont embarqué sur leur navire pour rejoindre Cuba, qui s'appelait le Grand Mât, ils étaient que 82 parce que sinon, il n'y avait pas assez de place et ils étaient surchargés déjà. Ils avaient peu de nourriture. Ils arrivent avec 2 jours de retard. Ça devait coïncider avec une insurrection populaire. Alors, il y a eu l'insurrection, mais comme ils n'ont pas débarqué, ça s'est mal passé. En plus, bon, ils étaient malades parce qu'ils ont réussi. Ils ont eu une tempête. Ils ont emporté un jambon qui avait été cuit à moitié. Ils ont vomi, etc., etc. C'était une bérésina. Et quand ils ont débarqué, ils se sont fait chasser. Ils se sont enfuis dans la Sierra Maestra. Ils y ont passé peut-être 6 mois là-dedans. La Sierra Maestra, c'est une montagne accidentée recouverte de forêts dans le sud-est de l'île. Donc ils se sont formés, ils se sont cachés et récupérés pendant un petit moment. En fait, ils sont restés 25 mois dans la Sierra Maestra. Mais disons que les 6 premiers mois étaient tout fait pour la formation, récupérer des informations et des petits coups de main. Alors, à partir du 7e mois, les choses commencent à devenir sérieuses. Les attaques sont plus costauds, plus fournies. Et Che Guevara, connu et reconnu, notamment tout ce que c'est devenu comme icône, prend la tête d'une deuxième colonne et avec Cienfuegos, qui est aussi un des moins connus mais qui était très aimé du peuple, un autre Barbudos comme ils appelaient, un autre rebelle, marche, ça va durer pendant 6 semaines la marche, sur Santa Clara. L'objectif est de couper l'île en deux. Il faut savoir que Cuba a une forme un peu comme une banane, si vous voulez, dans la mer des Caraïbes. C'est la plus grande des îles, une des plus grandes des îles Caraïbes, peut-être devant Haïti. En tout cas, c'est un archipel de 4000, à peu près 4000 îles. Et ça en a une autre un peu plus grande à côté qui s'appelle l'île de la Juventud. Donc, ils vont sur Santa Clara. Pendant ce temps, notre groupe attaque avec 300 rebelles, attaque 2000 soldats qui sont retranchés et qui bénéficient du soutien aérien plus des chars. Mais ils ne doivent pas être très motivés parce que les rebelles gagnent cette fameuse bataille de la Giza. Alors, faut savoir qu'au fur et à mesure, les soldats s'arrêtaient de combattre ou désertaient ou rejoignaient le camp des rebelles. Donc les rebelles, ils sont plus 82, quoi. Ils sont de plus en plus nombreux, puis ils ont le soutien de la population, qui les nourrit, qui leur donne les renseignements. Donc voilà. Dans la Sierra Maestra, cette révolution est en train de devenir internationale. Elle est couverte par des grands journaux. Des journalistes très connus vont faire un tour à Cuba et vont à la rencontre de guérilleros. On pense à Hemingway, on pense à Régis Debray en France. Pour donner, les philosophes français sont pris de passion
parce que bon, on est en pleine période aussi, l'Amérique latine véhicule quelque chose il y a un romantisme dans tous ces trucs-là. C'est magnifié, amplifié, vous voyez, il y a tout un décorum qui est fait là-dessus, puis c'est loin, on a moins d'images que maintenant, donc l'imaginaire fait son travail. Voilà. Et donc cette bataille, une fois qu'elle est gagnée, il continue à marcher sur l'île et à marcher dans l'île, pardon. Et Che Guevara, avec Cienfuegos, passe à l'attaque le 28 décembre. Santa Clara. Prennent d'assaut en même temps un train blindé qu'avait envoyé en renfort Batista pour justement défendre la ville de Santa Clara. Et alors ce train est pris d'assaut par le Che Guevara, s'est fabriqué une espèce de bulldozer blindé. Et alors parce que la lame du bulldozer le protégeait des rafales de mitrailleuses, tout ça, et finalement l'attaque du train est victorieuse. Et ça se fait pas tout seul, hein. Il y a des grenades, il y a du fusil mitrailleur, ça envoie quand même, hein. Il y a beaucoup de morts, voilà. Et à la suite de ça, Batista s'enfuit. Il s'enfuit sur l'île à côté, l'île de la République dominicaine. Donc, fin décembre, le Che, avec Cienfuegos, marche sur la Havane. Et là, il y a un soulèvement général populaire, en même temps qu'une grève générale qui est déclenchée. Alors, il faut savoir que la grève générale est rarement déclenchée dans les pays. Parce que quand une grève générale, c'est-à-dire que tout ferme, ça fonctionne. Les gouvernements tombent. Donc, les choses sont faites pour pas que les gens se mettent en grève. C'est pour ça qu'en général, vous avez une grève le mardi, et puis une autre qui fait grève le mercredi, et puis une autre qui fait grève le jeudi. Le vendredi non, parce que sinon il y a 3 jours de retenue, le lundi non plus, parce que ça revient 3 jours, et on recommence le mercredi, alors vous avez les enseignants tel jour, etc., etc. Bon, c'est fait exprès pour pas que ça marche trop, quoi, hein, parce que si tout le monde s'y met le même jour, ça y est, c'est bon, ça fait péter le système. Donc voilà, c'est pour ça que c'est gentiment organisé. Donc, soulèvement général, la population s'arme et ils arrêtent les soldats dans les garnisons. Castro rentre dans la Havane le 8 janvier 59. Che Guevara, quelque temps après, il est ministre de l'économie. Alors, il reste cette trace parce que c'est un malentendu. Il s'était endormi parce que Castro faisait des discours très longs. Il est réputé pour ça. Il s'était endormi pendant un discours de Castro. Et Castro dit, est-ce qu'il y a un économiste parmi vous? Et Che qui se réveille sur le mot, il croit entendre, est-ce qu'il y a un communiste? Alors il lève la main. Et donc l'autre, il a mis ministre de l'économie. Voilà. Donc il s'est retrouvé ministre de l'économie alors qu'il était docteur à la base. Alors c'est quelqu'un qui a passé quand même pas mal de spécialités de docteur durant toutes ces années de pseudo-captivité, de clandestinité. Il s'est trimballé avec un paquet de livres de médecine. Et il a passé quasiment toutes ses spécialités en même temps. Il est issu d'une famille bourgeoise argentine. Il était asthmatique et on n'y avait autorisé qu'à fumer un cigare par jour. Donc il s'est fait faire un cigare surdimensionné qui devait faire peut-être 30 voire 40 cm de long. Et à la fin, c'était les autres qui fumaient à côté de lui et respiraient la fumée. Et il était marqué, il l'appelait Fusère, déjà, ses collègues à l'université, parce que bon, il jouait à l'arrière au rugby et c'était le fusil. Voilà, c'était un personnage iconoclaste. Cela va sans dire. Et donc, il se retrouve ministre de l'économie, et ce qui reste de son passage à l'économie, c'est ce fameux billet cubain de 3 $, équivalent à 3 $, mais qui en fait en vaut 10. Personne ne vous le donnera pour 3 $, 3 vrais dollars, parce qu'il est à l'effigie de Che Guevara, et sa valeur faciale est bien plus importante que la valeur du billet lui-même. Donc je pense même que le gouvernement de la Havane, enfin le gouvernement cubain, en fait un peu de l'exportation, on tire profit de ça, de cette effigie. Mais c'est rare en plus, hein, pour le trouver, c'est pas évident. Si vous en trouvez un, photocopiez-le quand même. Voilà. Donc après, ce fameux Cienfuegos qui était adoré par le peuple, il mourra dans un accident d'avion. On va dire un accident douteux d'avion. Hein. Voilà. Et puis le Che, il s'en va faire la guérilla au Congo. Il y a eu une grosse altercation avec Fidel Castro. Che Guevara voulait faire la révolution partout dans le monde et c'est ce qu'avait un peu promis. Il voulait faire des Vietnam un peu partout. C'est ce qu'avait un peu promis Fidel Castro.
Et puis quand Fidel Castro était à La Havane, il a dit non, moi je m'arrête à La Havane. Voilà. Donc ils se sont un peu disputés. Il a dit, ben, écoute, vas-y, je te filerai la logistique nécessaire. Donc il lui a donné des hommes, et puis il est parti au Congo, déguisé, hein. On ne le reconnaît pas, il se rasait la tête. Voilà, il n'a plus la même tronche, on peut pas, parce que voilà, il est quand même connu. Il avait quand même visité beaucoup de pays en Afrique, il était allé en Algérie, tout ça. Bon. Et il fait la guerre au Congo, mais bon, il est allé quand même avec des gens, des Noirs de Cuba. Mais ça n'arrivait pas à prendre la guérilla au Congo, c'était pas la même chose. Voilà, il en parle dans ses livres. Et puis, il se retrouve à la fin des fins en Bolivie. Et en Bolivie, il n'a pas vraiment le soutien de la population, il n'a qu'à moitié. La fin est tenaille, et puis à la fin des fins, il est fait prisonnier par l'armée bolivienne, pilotée par la CIA. Et sur ordre de la CIA, alors qu'il est prisonnier, il est abattu de sang-froid. Le type, pour l'abattre, a essayé plusieurs fois. C'était un sergent de l'armée bolivienne. Et le type le regardait dans les yeux et il disait, mais tire, tu vas tuer un homme quand même. Vas-y, tire. Et l'autre n'arrivait pas à tirer. Et alors il s'est saoulé plusieurs jours pour pouvoir le tuer. Voilà. Et maintenant, l'endroit où il a été tué en Bolivie, c'est quasiment un pèlerinage. Donc, par rapport à l'icône que ce personnage est devenu. Là, après, par la suite, il y a eu aussi, avant la mort de Che Guevara, qui est en 67, en 62, il y a eu une grosse crise, qui s'appelle la crise des missiles. Parce que Castro avait demandé le soutien de l'Union soviétique, et l'Union soviétique voulait installer, ou avait commencé à installer des missiles, des fusées, qui pointaient sur les États-Unis. Et donc les États-Unis, ce qu'ils peuvent faire ailleurs, on n'aime pas trop qu'on leur fasse, et avait dit que si la Russie n'enlevait pas ses fusées, lancerait des missiles nucléaires, sur Moscou. Donc il y a eu, c'était Kennedy à l'époque, et Khrouchtchev. Kennedy pour les Américains et Khrouchtchev pour les Russes. À savoir que le général de Gaulle français avait, à cette époque-là, avait fait et cause pour les États-Unis. Auparavant, il avait quand même envoyé un porte-avions français pour récupérer l'or de la France en 1965 dans le port de New York. Voilà, là, c'était pas les mêmes qu'on a pu avoir par la suite. Donc, il a fait ça. Et en 67, quand même, il porte soutien aux États-Unis dans cette conflit larvé qui pouvait déboucher sur l'anéantissement du monde. On va dire que le monde, en 1962, pendant quelques jours, a retenu son souffle. Parce que Cuba était prêt carrément à ne pas lâcher du tout. Et Khrouchtchev a dit « Ok, j'enlève les fusées ». Donc détente mondiale et désarroi de Fidel Castro qui les a traités de PD, clairement, maricón en espagnol. Et donc, il y a eu un froid avec l'URSS pendant un petit moment, entre Cuba et l'URSS, parce que l'URSS avait cédé. Voilà. Donc, à la limite, eux, ils s'en foutaient presque d'être éliminés de la surface de la Terre. Donc, c'est quand même des gens qui étaient assez, idéologiquement, étaient très, très, très poussés. Bon, après, quand on est prêt à faire la révolution, on est prêt à passer et manger les racines pendant et rester 25 mois planqué dans une forêt, c'est que, bon, voilà, les types ont des convictions. Hein. On peut être pour ou contre, mais enfin, bon, il faut dire que, voilà, ils sont allés au bout de leurs idées. Même si elles peuvent être discutables par ailleurs sur certains points. Alors maintenant, passons à l'épilogue pour la dulcinée du collègue. Et après, je parlerai de la salsa. Alors la dulcinée du collègue, vous en doutez, elle n'est jamais venue en France, elle n'a jamais mis les pieds, et le collègue n'a plus jamais eu de nouvelles. Alors même si elle aurait pu être de bonne foi, la pression familiale, disant oui mais attends, moi j'ai une idée pour un commerce, il faut que tu m'aides, voilà. Bon, elle n'a pas pu dire non, et je pense que ça a dû se passer comme ça. Et lui, à la fin, en insistant quand même, hein, il m'a remboursé, donc je suis rentré dans mes frais, mais c'était une histoire connue d'avance et cousue de fil blanc. Comment ça allait se terminer. Pour la salsa, alors la salsa, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas née à Cuba, elle est née aux États-Unis. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont hurler quand je dis ça,
c'est la vérité. Le berceau de la salsa, c'est quand même Cuba, et la meilleure salsa, c'est la cubaine. Alors là aussi, ça va faire hurler. Mais pourquoi? Parce que la salsa cubaine est très marquée. L'ancêtre de la salsa s'appelle le son. Et c'est très simple à retenir. Et elle est très marquée, très scandée, parce que vous avez ce qu'ils appellent la clavée, et qui sont deux petits morceaux de bois, qui sont juste des clous en bois pour les bateaux. Et quand tous les galions espagnols qui voulaient faire la traversée pour l'Espagne, eh bien, ils se regroupaient à Cuba. Alors, il y avait deux pré-regroupements. Un à Carthagène des Indes, qui était pour l'or des Espagnols qui remontaient du Pérou, de la Bolivie, etc., etc. Et un autre qui partait plutôt du Mexique, qui était celui de l'Amérique centrale. Et les deux convois se rejoignaient à La Havane. Donc il y avait des fois jusqu'à 80 galions à peu près. Et ils subissaient donc ces gens toutes les influences musicales. Donc après bon, les galions partaient, ils arrivaient pas souvent à l'entier parce qu'ils étaient attaqués par toutes les nations, les autres nations européennes qui lorgnaient l'or des Espagnols. Et la salsa est née dans les années 70 à New York parce que justement la diaspora, on va dire d'Amérique du Sud, se retrouvait là-bas et ont mélangé leur musique, et notamment le son de Cuba. Et ça a fait la sauce, d'où la salsa. La salsa en espagnol, ça veut dire la sauce. Alors, il y a plus que ça, il y a plus que le son qu'a apporté Cuba. Cuba apporte la salsa, le côté afro-cubain, on appelle. Donc ce côté rythmé. C'est pour ça qu'elle est très bien à danser, parce qu'elle est très rythmée, elle est très marquée. Elle n'est pas si sirupeuse comme la salsa de Porto Rico, par exemple. Pas tout à fait les mêmes pas. Les pas aussi sont marqués par la bourrée française, le menuguet français, tout ça. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émigrés français qui sont partis lors de la révolution d'Haïti, qui sont partis se réfugier à Cuba. Donc les Français ont amené un côté plus structuré à la musique. Le côté champé de cette danse, c'est la danse qui suit la culture de la canne à sucre. Ces espèces de danse du ventre qui naît en Inde. Donc ça a suivi la canne à sucre. La canne à sucre, elle va dans les pays chauds, passe par le Maghreb, et le Maghreb amène une petite guitare que l'on retrouve dans la salsa. En fait, c'est un mélange de beaucoup de cultures. Il y a encore après bon, l'espagnol qui lit le tout par les paroles. Voilà ce qu'on peut dire de la salsa. Et avant la salsa, parce que c'est les années 70, avant la salsa, c'est le mambo. Le mambo est monté par Benny Moré, qui était un artiste fabuleux, mais qui était sous, qui était un ivrogne. Et comme des fois des types qui sont des génies, qui sont un peu dans l'alcool, et il a inventé ça, le mambo. Et donc ça s'est greffé, la salsa, une espèce de mambo, de cha-cha-cha, et puis avec les pas anciennes versions françaises qui ont donné une forme originale. Parce que en tant que genre musical, ça va surprendre, mais ça n'existe pas la salsa. Vous avez la bossa, vous avez le jazz, ça c'est un musicaux, mais la salsa, réellement, c'est pas une base musicale. Voilà, c'est un ensemble de tout, c'est un pot pourri de plusieurs choses. Alors vous avez la salsa colombienne qui se danse différemment, se marque différemment. La salsa de Cuba est très marquée, à part que les derniers pas sont un petit peu effacés. Donc c'est un contretemps. Donc c'est très, très particulier à danser. Une fois qu'on a compris le coup, c'est très sympathique, voilà, très prenant. Et ça a beaucoup plu d'ailleurs, c'est pour ça c'est ce qui a fait son succès. Et puis en tout cas, c'est quelque chose de déstressant d'écouter ce type de musique, et c'est un dérivatif. Et le peuple cubain, je me dis quand même que vu les épreuves qu'il endure, il se réfugie surtout dans la salsa parce que c'est, à mon sens, un puissant antidépresseur. Voilà, c'est quelque chose qui file la pêche, c'est quelque chose qui donne de la joie. La Sécu savait ça, peut-être qu'elle mettrait en prescription pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au conseil pratique. On a un parcours
C'est-à-dire les incontournables. Donc vous allez arriver à La Havane, visiter La Havane, après vous allez aller sur l'Oriente, flâner autour de Pinar del Rio, Viñales, etc. Les mogotes, les cuevas, qui sont des grottes creusées par l'eau. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, si c'est votre premier voyage à l'extérieur, il vaut mieux aller dans notre pays, je vous le dis clairement. Pas le voyage en priorité à faire. Une fois que vous avez fait notre pays, vous allez être tenté, soit par la culture, soit par la salsa. Beaucoup de personnes y vont pour ça. Donc quand vous partez sur l'Oriente, vous allez pousser sûrement, bon, vous prenez comme je vous dis le train, et puis après vous louez une voiture. Pour louer la voiture, il vous faut une attestation d'assurance. Alors l'assurance, vous la demande pour, vous en avez besoin quand, à votre arrivée, une attestation d'assurance pour vous, maladie, etc. C'est délivré automatiquement, enfin quand vous le demandez, par votre carte bleue, ou alors sinon votre agence de voyage peut s'en occuper, mais c'est moyennant finance. En général, celle de la carte bleue suffit, c'est pas en général, ça suffit, et c'est celle-là c'est la solution à privilégier. Donc, vous poursuivez votre voyage sur l'Oriente, poussez sur Santiago. Alors, Santiago, bon, pas à peine s'y appesantir. Intéressant d'aller voir Baracoa. Intéressant éventuellement de marcher un petit peu dans la Sierra Maestra pour voir, ne serait-ce que l'historique de Che Guevara. Choisir, alors la période pour y aller, ça me fait penser à cette liaison. La période pour y aller, il vaut mieux privilégier de novembre à fin avril, on va dire hiver et printemps chez nous, parce que alors après ça devient très chaud et humide. Un, c'est pénible, et deux, quand il flotte, ben voilà, on est coincé. Donc évitez l'été. Et après, si vous ne pouvez pas faire autrement, ben, tentez le coup. Donc, les orages, c'est les saisons des pluies, les orages ne durent pas toute la journée, hein, c'est des ondes passagères. Après aussi, il y a une période qui commence en septembre, étant donné que la mer se réchauffe, on a été chauffé tout l'été, donc commence la période des cyclones. Et là-bas, c'est une île très exposée et qui sont habitués à ça et qui sont assez efficaces dans la gestion des cyclones. Il y a même des bunkers prévus à cet effet, donc ne font pas les choses à moitié. Voilà, donc quand vous visitez l'Orienté, ben, sur votre chemin de retour, vous pouvez faire une halte à Santa Clara, Camagüey. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire à l'aller. Peut-être vous pouvez faire un arrêt à Trinidad, qui est une ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que ces rues sont pavées. Pareil, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Hein. Je sais que ça va déplaire aux guides, parce que bon, les guides, ils sont obligés de vendre leurs bouquins. Donc dire que c'est extraordinaire, que c'est ci, que c'est là. Bon, voilà. Faut pas se méprendre sur les gens qui vous vendent le produit. Aussi, bon, quand vous serez de retour à La Havane, vous pouvez le faire avant de partir. Ça, c'est presque un incontournable, c'est de visiter une fabrique de cigares. Je ne vous dis pas trop comment ça se passe, vous découvrirez. Il y a un lecteur public qui lit un livre pendant que les gens travaillent, etc. etc. Bon, voilà, c'est à faire, c'est à voir. Il y a un bon contact. Bon, vous savez, les Cubains sont très chaleureux dans les contacts. Sur les zones touristiques, vous allez vous faire ennuyer, pour pas dire autre chose, par des spécialistes d'attrape-touristes, comme un peu partout. Mais enfin, voilà, Cuba, c'est un peu nouveau, c'est arrivé au fil de l'eau. Faut vous dire un truc, bon, qui va déplaire, mais on le dit quand même. Dans un pays, maintenant c'est plus compliqué. Mais avant, les pays, quand ils s'ouvraient au tourisme, c'était génial. Après, dès que, on va dire, les Italiens arrivent, ça devient problématique. Ça devient problématique pour beaucoup de choses. Je passe sur les détails. Mais en fait, voilà, l'arnaque arrive et les gens deviennent méfiants et les rapports sont changés à tout jamais. Voilà, bon, donc ça plaît pas, ben, ça plaît pas. Voilà, bon, je suis pas là pour faire plaisir aussi. Après, pour ce qu'il y a, pour les formalités, donc visa, il vous faut une carte spéciale. Cette carte, en même temps que le visa, elle est distribuée soit par demande auprès du consulat, soit par votre agence de voyage qui peut s'en occuper. Vous avez pour l'argent les distributeurs. Alors, distributeurs, ça fonctionne de manière aléatoire. C'est pas forcé qu'il fonctionne, ne comptez pas dessus. S'il fonctionne, tant mieux, mais en fait, on va dire que c'est une solution de secours. Le change peut se faire dans les banques et dans les hôtels. Bon, les hôtels, bien entendu, c'est toujours plus cher. Il y a les casas de cambio. Bon, les banques, vous savez qu'en général, ça ferme plutôt
en milieu d'après-midi à 15-16 heures, ça y est, ça commence à tirer le rideau. Pas penser à changer à 6 heures du soir. Donc, préférez le matin pour changer. Prenez un paquet de liquide et puis vous cassez pas la tête. Là, pour une fois, ne changez pas les dollars parce que les dollars, vous allez prendre une compte de 10%. Donc, franc suisse ou euro. Bon, franc suisse, vous ferez toujours des affaires parce que le franc suisse, ça prend toujours de la valeur. Vu que les élites mondiales financières se situent en Suisse, elles vont pas se tirer une balle dans le pied en faisant chuter l'euro, quoi. En faisant chuter le franc suisse. Voilà, ça peut-être ça se passe plutôt du côté de l'euro, la dévaluation, plutôt que sur le franc suisse. C'est une valeur sûre. Ce sera la dernière monnaie à descendre. Après, bon, donc vous avez en même temps une chose de spéciale. Contrairement aux autres pays, il vaut mieux réserver des hôtels à l'avance et prendre des tout inclus. C'est la solution la moins onéreuse. Ça va à l'encontre de tout ce qui se passe ailleurs, mais là-bas, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez leur solution Casa Particular, qui est un hôtel, c'est pas un hôtel, mais bon, c'est des gens, des particuliers qui mettent à disposition leur maison ou leur chambre. Bon, vous allez avoir beaucoup de mauvaises surprises. C'est pas une solution que je préconise. Idem pour les paladards, ce sont des restos. On peut avoir, peut-être une recommandation pour un resto, d'aller faire un tour. En général, c'est cher. Il n'y a pas grand-chose à manger. Si vous commandez un poulet, vous allez avoir l'os et la peau qui entoure le poulet, mais la chair elle aura disparu. Donc, c'est pas les bonnes expériences. Bon, vous allez peut-être bien tomber, tant mieux. Mais bon, voilà. Préférez les restos classiques. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes, c'est catastrophique pour manger. D'autres fois, ben, c'est bien. Il y a des fois, vous allez commander une pizza et puis en fait, vous allez avoir l'impression qu'on a passé un coup de peinture rouge pour remplacer la sauce tomate. Vous allez presser la pizza et puis il va sortir comme une éponge, il va sortir un verre d'huile. Voilà, c'est des petites surprises. Bon, il faut dire que la cuisine cubaine, c'est pas leur point fort. On n'y va pas pour ça, mais c'est vraiment, voilà, là-dessus, ils sont bons pour danser, la salsa, mais pour la cuisine, il y a d'autres pays. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a la Chine, il y a les pays d'Asie. Et bon, le Cuba, c'est pas pour ça. Pareil aussi, ça va pas plaire, mais je suis pas là pour vous dire que c'est fabuleux. Après, comme je vous le disais, les cigares, c'est à visiter. Fabrique de rhum aussi, c'est intéressant à voir si vous l'avez jamais fait. Ah oui, dans les commentaires, dans l'énoncé, je parlais de pesos convertibles et de pesos cubanos. Bon, maintenant, il n'existe plus qu'un seul pesos. Voilà. Alors, bien entendu, tous ces changements monétaires, ça crée de l'inflation parce que, comme vous le savez, quand on change de monnaie, automatiquement, les gens qui vendent, ben, ils en profitent pour augmenter leur prix. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je parlais de la fabrique des cigares, donc si vous êtes fumeur, c'est le meilleur endroit du monde pour fumer un Havane. Étant donné que le degré d'hygrométrie est parfaitement optimal pour fumer les cigares. Voilà. Il y a aussi Saint-Domingue pour ça, mais non, Cuba a un cran au-dessus. Je sais que là aussi, il y a une petite guéguerre qui se situe à ce niveau-là, mais non, Cuba, il y a le savoir-faire et en même temps, il y a le climat qui fait ça. Et d'ailleurs, même les caves à cigares, des fois, essayent de reproduire ce type de climat. Ça n'a rien à voir, hein. Vous le testerez, vous verrez. Fumez-le de votre retour en France et fumez-en là-bas si vous êtes fumeur et vous verrez la différence. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'argent? On a fait le tour pour la santé. Si j'oublie un truc, ça va me revenir. Pour la santé, alors ça fait partie des très grandes réussites du système cubain. La santé, parce que ils ont inventé, par l'embargo, ils ont été forcés d'inventer, de chercher des solutions. Et comme ils ne sont pas tournés vers le profit, donc ben, ils sont allés à quelque chose d'efficace. Hein. Ils sont là pour guérir, pas pour vous rendre addict à vie à une prise de médicaments. Donc ça change beaucoup de choses. Il existe aussi, pareil, on n'en parle pas trop, hein, parce que bon, les choses sont dissimulées, cachées, vous commencez à vous en rendre compte. Je ne dis pas qu'un pays est mieux que l'autre, mais en fait, il faut bien regarder ce qui existe dans certains pays et regarder ce qu'on ne vous dit pas. Voilà. Donc, il existe à Cuba un vaccin, écoutez bien, contre le cancer du poumon. Vous savez que le cancer du poumon est le plus meurtrier et celui qu'on soigne le moins bien. Et les Cubains, ils ont fait un vaccin et le vaccin coûte $1. Voilà. Alors, dans certains pays, on taira le nom. Bon, voilà, on ne peut pas avoir d'ennui. Dans certains pays, on vous proposera une solution létale pour vous aider à passer de l'autre côté. Voilà. Il y a même des abrutis dans des associations qui vont pousser à faire ça.
voyez? Voilà, là-bas on vous soigne. Et puis ça réussit. Donc si vous avez des amis, des proches qui ont des soucis, ben, il y en a beaucoup qui vont à Cuba, même des célébrités, mais elles ne le disent pas, elles ne parlent pas. Voilà, donc ensuite pour emporter des médicaments, parce que bien qu'ils soient très, très bons pour les soins, ils sont souvent en rupture de stock. Vous allez avoir beaucoup de dispensaires, beaucoup de cliniques, il y en a partout. Ils sont très bien formés, les médecins, mais voilà, médicaments, rupture de stock. Vous pouvez vous faire soigner. Alors, pour eux, c'est gratuit pour les Cubains. Pour vous, vous allez payer, mais vous demandez une facture et vous ferez rembourser à l'arrivée via votre mutuelle, par votre sécu, etc., etc. En général, c'est pris en charge. Au retour, pour ce qui est des choses à emporter avec vous, en plus des médicaments, pensez à emporter du savon, parce qu'ils en manquent énormément. Et alors, prenez plutôt des petites savonnettes en paquet. Vous savez, les paquets là, dans les rayons de supermarché. Vous en prenez plusieurs. Celles que vous n'avez pas utilisées, ben, en retour, vous les distribuerez et vous allez faire des euros. Pensez à prendre de la citronnelle, toujours, bon, comme je le dis tout au long des podcasts et des vidéos, la citronnelle en huile essentielle pour les moustiques. Autre chose, si vous êtes pêcheur, que vous attrapez du poisson pour le consommer, demandez plutôt aux habitants si vous pouvez le manger, parce que il y a un corail qui est nocif, donc ces poissons qui mangent le corail sont vénéneux, et les poissons qui mangent ces poissons vénéneux deviennent vénéneux aussi, donc ça fait toute une chaîne. Alors, il y a une chose qui est une petite astuce, c'est que vous laissez un morceau de poisson dehors, et puis vous regardez si les fourmis vont arriver de toute façon, elles vont le manger. Et si les fourmis meurent ou se foutent sur le dos en train de gigoter dans tous les sens, ben, mangez pas le poisson. Voilà. C'est une technique à faire. Beaucoup d'autochtones font comme ça. Pensez à prendre la crème solaire. Attention aussi sur l'eau que vous buvez, donc évitez l'eau au robinet. Préférez, par mesure de précaution, l'eau en bouteille. Passeport, comme je le disais, carte de tourisme via le consulat ou c'est votre agence de voyage qui va vous le fournir. Donc votre agence de voyage sera très contente pour une fois de travailler parce qu'ils souffrent par rapport à avant. Les gens passent par Internet, etc. Ils se passent de bon, mais là, elles vont servir, auront plaisir de rendre ce service. Bien entendu, peut-être que ça aura un coût supplémentaire. Sur ce, merci de votre écoute et à bientôt.